Bienvenue dans la ASS Sport, l'émission qui vous parle de sport. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Avec ASS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur le Goss FM chaque mardi 18h-19h. Vous l'avez découverte la semaine dernière, notre préparatrice mentale Virginie Van der Merch. Bonsoir Virginie. Bonsoir à tous. Lui, vous l'avez découvert il y a déjà un peu plus longtemps puisqu'il nous suit depuis le début, il m'accompagne depuis la toute première émission, le directeur commercial de Clermont Sport, Fabrice Connor. Bonsoir Fabrice. Salut Olivier, c'est bien Fabrice, ouais, effectivement. Oui, que veux-tu. J'ai voulu anticiper sur la présentation de notre invité. On va parler cyclisme aujourd'hui et on va retracer une longue histoire du cyclisme en Auvergne et en France, même avec notre invité, Monsieur Patrick Bulidon. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir et merci de votre invitation. Allez, on va commencer sans plus attendre avec les résultats du week-end. Je vais te donner la parole. Virginie, tu vas commencer une petite page rugby avec l'ASM Romagna, les filles. Et oui, l'ASM Romagna, les filles, qui, ce week-end, les joueuses de Fabrice Ribérol sont inclinées sur la pelouse de Blagnac, en marge de la 9e journée d'élite 1. 37-8, le score est sévère. Et au classement, les Auvergnates, du coup, sont désormais 3e à 5 longueurs de leur adversaire, Blagnac. Blagnac, Donc, c'était le gros morceau, ouais, c'est le leader, si je me rappelle bien. Oui, avec le Stade Toulousain qui est leader, mais voilà. Blagnac est deuxième. Voilà. C'est du gros morceau quand même. C'est du gros morceau, effectivement. On va poursuivre rugby, toujours l'ASM, avec les garçons cette fois, Fabrice. Oui, avec les garçons, parce que c'était un match très difficile. L'Ulster, c'est un grand d'Europe et il venait se qualifier au Michelin. Donc malgré encore une fois une première mi-temps pas terrible, donc il va falloir quand même jouer 2 mi-temps si on veut avoir un titre cette année. Mais bon, quand même, ils ont été sérieux. Donc voilà, je les félicite. C'est belle victoire. Après, ce serait bien de recevoir en quart au Michelin, mais bon, ça, il faut attendre le week-end prochain. Bon, la qualif est assurée, on va dire que c'est le service minimum. C'est l'essentiel, c'est le service minimum, tout à fait. C'était important de le faire. Je vais te laisser la parole, Fabrice. Après le ballon ovale, tu vas passer au ballon rond avec le Clermont Foot. Oui, avec le Clermont Foot, parce que comme je suis un oiseau de mauvais augure, je sais dire quand ils perdent à la maison. Et là, ils gagnent, c'est la 3e ou 4e fois de suite, au Stade Montpied. Et en plus, ils ont battu 3, un client à la Ligue 1, donc c'est pas rien. Et gagner 3-2 avec un je sais pas comment l'appeler, mais un Adrian Gerbic hors du commun, quoi. 3 buts, il marque un coup franc à 16,50 m. Enfin, c'est un vrai penalty pour lui. C'est vraiment, lui, c'est vraiment de la plus-value de chez plus-value. Hein. Bon, on va continuer. Victoire 3-2. On va continuer foot. On va se déplacer dans l'Allier avec le MIF. Et oui, parce que le MIF aujourd'hui est premier de son groupe en National 2. Moi, j'ai eu Stéphane Dieff au téléphone hier. Tu vois, je travaille le dimanche. Hein. Quel menteur. Non, mais c'est vrai que je l'ai eu au téléphone. Et bon, c'est vrai que le MIF est en train de... J'imagine bien l'appel. Vautré dans son canapé, il appelle ça travailler. Enfin, ça demande un peu de concentration, donc... Mais c'est vrai que ils ont battu Grasse qui était premier, 3-0. Et ils ont changé de préparateur physique parce que leur ancien préparateur est parti en Ligue 2, je crois. Mais en tout cas, voilà, Stéphane Dieff est content, premier de National 2 avec une poule relevée. Donc il faut que ça continue. Bravo au MIF. Patrick, qu'est-ce que vous suivez comme sport en dehors du cyclisme évidemment? Qu'est-ce qui vous intéresse? La télévision. Donc je regarde le Clermont Foot, l'ASM, et puis je regarde
tous les beaux matchs qu'on peut voir. Vous avez l'occasion de temps en temps de vous déplacer dans les stades ou dans les salles, voir un peu les équipes locales ou pas du tout? Oui, tout à fait. Et même, j'oubliais le basket. Donc, il y a quelques années, je jouais à l'Amicale laïque des Francs-Arvernes, sur le plateau Saint-Jacques. Donc voilà, je suis omnisport. Très bien. Ça nous va très bien, les gens omnisports ici. Ouais, super. C'est pour ça qu'on s'appelle avec ASA Sport. Exactement. On va poursuivre avec les Sport Co avec Virginie, le HBCAM. Alors ouais, le HBCAM 63, ce week-end il y avait un super, vraiment une chouette partie et aussi un beau challenge des Volcaniques. Donc elles ont gagné 27-26 contre Ardèche-le-Pouzin. Une victoire super importante pour la place et pour la course au play-off. Et voilà, et cette première édition challenge des Volcaniques à la Maison des Sports où je crois que tu y étais. Et voilà, où il y a eu vraiment 3 grandes journées de handball et qui étaient vraiment chouettes à voir. Voilà, un challenge qui va se terminer tout à l'heure. Là, le dernier match, c'est 18h. Là, c'est tout de suite, en même temps qu'on parle. C'est la magie du don d'ubiquité que je peux avoir tout de suite. Et puis à 20h, surtout, une belle affiche. Nîmes face au Sporting Portugal. C'est une affiche digne de la Ligue des Champions. 2 clubs de très très haut niveau. Nîmes qui est actuellement 3e de Leader Star League. Le Sporting Portugal, c'est 21 titres de champion du Portugal. Donc, comme tu aimes à le dire, Fabrice, c'est pas rien cette affiche. Non, c'est pas rien du tout, effectivement. Et effectivement, une victoire importante des Volcaniques samedi à 2 secondes de la fin. Elles menaient de 5 buts, elles ont mené jusqu'à 6 buts, même en début de deuxième mi-temps. Elles se sont fait remonter de manière assez inexplicable. Et à 2 secondes de la fin, on était à 26-26 et un dernier shoot d'Enora Blaisez que le coach a eu l'intelligence de faire rentrer dans les dernières minutes alors qu'il souhaitait l'économiser un peu. Il l'a fait rentrer et les quelques secondes où elle était sur le terrain étaient plus que bénéfiques puisque c'est elle qui marque le but de la victoire. On va clôturer avec les Sport Co, le basket, l'Alpha Saint-Jacques, Fabrice. Eh ben, écoute, oui, nous on est proche à Clermont Sport d'Alpha Saint-Jacques. C'est un club qu'on aime beaucoup et ils ont encore gagné 95-83 contre la Grêle. Donc ils n'ont pas pris la foudre. Ils n'ont pas pris la foudre. Voilà. Ouais. Merci de recycler mes vannes, même les plus foireuses. Non, mais en tout cas, c'est une victoire tellement importante pour le moral en ce début d'année parce que l'Alpha Saint-Jacques a eu un début de saison très difficile et puis là, ils se mettent à gagner de plus en plus souvent. Donc voilà, c'est félicitations à eux et le maintien est en très très bonne voie. Donc il faut continuer comme ça. On a l'impression que la machine s'est un peu enclenchée. Là, ça y est, c'est parti. Je dis pas qu'il n'y a plus rien qui va les arrêter, mais on les sent sur une belle dynamique. Oui, on est sur une belle dynamique. Et puis, c'est vrai que bon, il y a eu des couacs un peu par rapport à certains joueurs qui devaient venir et qui ne sont pas venus. Mais ça, l'Alpha Saint-Jacques est pour rien du tout. Donc voilà, en tout cas, quand on monte à une 3 en basket, de toute façon, à chaque fois, on dit la même chose, mais quand on monte d'un cran en sport collectif, quand on monte d'une division, c'est toujours très difficile de s'adapter déjà, parce que ça va plus vite, parce que l'arbitrage est certainement pas le même. Donc voilà. Un début de saison difficile, mais là, l'Alpha Saint-Jacques gagne et on est super content. Très bien, on les félicite et on leur souhaite le meilleur pour la suite. On va passer au sport individuel. Virginie, tu vas nous faire un petit bilan de ces X Athletics dont on a parlé la semaine dernière avec notre invité. Tout à fait. Alors, j'avais envie de vraiment plutôt insister sur Romain Gavillon, qui prend la 5e place avec un nouveau record perso porté à 5,52 m. Donc franchement super, il valide un niveau international et c'est bon pour la suite. Et puis côté féminin, une superbe 2e place pour Charlotte Iva, à 4,32 m. Et juste battue aux essais par la championne et recordman de France, Ninon Guillon-Romarin. Donc bravo Charlotte aussi, et voilà, j'avais envie de donner ces 2 coups d'œil. C'est de bons points Ouais. à ces 2 athlètes. Tu étais présente ce week-end, tu t'es rendue au Stadium Jean Pelez, non? Et alors en fait non, j'ai pas pu y aller parce que déjà j'étais à l'ASM samedi après-midi et voilà, et j'étais bien occupée avec plein d'autres choses, donc Au milieu des 19 004 spectateurs. incroyable, ouais, une ambiance de dingue, donc voilà, j'ai pas été, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas été. Bon, ça sera pour une autre fois. On va continuer à les suivre de toute façon. C'est sûr. Tu souhaitais nous parler de Romain Bardet. Tu as un petit mot à nous dire sur Romain. Ça Oui, nous permettra de faire la transition avec les séquences suivantes. C'est ça, un petit clin d'œil à notre invité en même temps. Alors c'est pas forcément un résultat, mais une interview de Romain Bardet dans la montagne qui s'entraîne depuis fin décembre, en fait en Australie à Adélaïde.
et qui a été forcément confronté aux incendies qu'on connaît là-bas, et qui déclare que du coup sa priorité c'était pas forcément de faire du vélo et de s'entraîner quand il a vu tout ça, mais que je pense que ça permet de relativiser, et que d'ailleurs il dit qu'il trouve que les Australiens prennent vraiment beaucoup de recul par rapport à ce qui arrive là-bas, et qu'en tout cas lui il n'a jamais été gêné par la fumée par rapport aux entraînements qu'il a pu faire, et que pour l'instant il n'est pas question d'annuler le Tour Down Under qu'il doit faire. Et que pour lui même ça permettrait d'avoir des leviers supplémentaires pour la solidarité. C'est vrai que par rapport à d'autres compétitions et notamment l'Open d'Australie, on se pose beaucoup de questions à savoir si ça va être maintenu ou pas, mais là pour le coup par rapport à cette région-là c'est pas touché. Bon, très Voilà. bien. Alors je suis presque obligé de rebondir sur cette actualité, sur nos champions de cyclisme avec notre invité, avec Patrick. Un petit mot sur nos deux grands champions locaux, Romain Bardet, Julien Alaphilippe. Est-ce que vous les avez vus monter petit à petit ou est-ce que vous les avez découverts comme nous à la télé ? Romain Bardet, c'est au moment où j'avais fait un petit break dans le vélo, où il a commencé à faire parler de lui. Il en est de même pour Julien Alaphilippe, mais j'avais plus de renseignements donnés par Jean-Philippe Duraca, avec lequel il était voisin. Et je me rappellerai toujours... lors d'un cyclocross qui avait eu lieu à Montluçon, il m'avait dit tu vois, ce jeune-là, il habite Montluçon et il est obligé d'être licencié dans un comité extérieur et c'est un futur très bon. Il avait fait 2e au championnat du monde junior de cyclocross et par la suite, bien sûr que je l'ai suivi puisque Jean-Philippe m'avait demandé qu'il prenne sa licence au team Proimo. Donc il a été licencié au team pendant 3 ans. Et depuis l'année dernière, il est licencié maintenant à l'étranger, parce que apparemment l'air est plus pur à l'étranger qu'en France. Voilà, donc il nous a quittés. L'air fiscal, bien entendu. Faut dire les choses comme elles sont. Merci beaucoup Patrick. C'est la fin de ce premier quart-temps d'Avec AS Sport. On se retrouve tout de suite après la pause, toujours sur Logos FM. À tout de suite. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec AS Sport sur Logos FM, votre rendez-vous sportif hebdomadaire, toujours pour m'accompagner Virginie Van der Merch. Bonsoir Virginie. Salut à tous. Fabrice Connor, bonsoir Fabrice. Salut à tous, vive l'Afrique du Sud. Et notre invité ce soir, on va parler cyclisme avec lui, c'est monsieur Patrick Bulidon. Bonsoir Patrick. Merci beaucoup de votre invitation, une nouvelle fois. Alors vous le savez, pour démarrer ce deuxième quart-temps, c'est le moment de la petite page d'histoire de l'émission avec notre wiki Fabrice, et forcément tu vas nous parler vélo et tu vas nous parler Tour de France. Ben oui, à tout seigneur, tout honneur. Donc le Tour de France a marqué plusieurs générations bien évidemment depuis très longtemps. C'est la plus grande course par étape du monde. Tous les cyclistes professionnels rêvent de gagner le Tour de France. On a eu des moments historiques dans cette course infernale, on va dire entre guillemets. Donc moi j'ai plein de souvenirs. J'ai plein de souvenirs bien évidemment. Bernard Hinault, parce que moi je suis né en 68, donc Bernard Hinault était un petit peu mon idole, on va dire. Mais tu me permets de te souhaiter à l'antenne un très bon anniversaire, puisque c'était il y a quelques jours. C'était, il est encore temps de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Bon anniversaire Fabrice. Merci beaucoup. Donc voilà, et puis mon père lui était plus Eddy Merckx, parce qu'Eddy Merckx, qu'on appelait le cannibale, il voulait gagner toutes les courses. Bon, il y a eu Jacques Anquetil aussi, et Raymond Poulidor bien évidemment. Raymond Poulidor qui n'a jamais gagné le Tour de France, jamais porté le maillot jaune. C'était l'éternel second au niveau du Tour de France, parce que Raymond Poulidor, il faut pas oublier, a eu un très très grand palmarès. Il a gagné Paris-Nice, il a gagné la Vuelta. Donc voilà, c'est un des plus grands palmarès du cyclisme français et mondial, Raymond Poulidor. Ensuite, il y a eu Job Zoetemelk, Lucien Van Impe aussi, qui a gagné le Tour en 76. Bernard Thévenet, bien évidemment, en 75 et en 77. Et puis Laurent Fignon aussi, faut pas oublier Laurent Fignon, qui a gagné en 83 et en 84. Et Bernard Hinault, qui est le dernier Français à avoir gagné le Tour de France.
Donc c'est pour ça qu'on espère vraiment qu'un jour Romain Bardet ou Julien Alaphilippe gagnent le Tour. Ou Thibaut Pinot, hein, c'est pas parce qu'il est pas de la région qu'on va pas le soutenir. Absolument, mais j'y pensais pas et t'as bien fait de le dire. Thibaut Pinot qui a fait un très beau Tour de France aussi lui l'an dernier. Donc voilà, et c'est vrai que cette course aujourd'hui, elle est de plus en plus belle. On a essayé de taper sur cette course par toutes ces histoires malsaines, mais en tout cas le Tour de France est une course encore qu'on peut appeler la reine vraiment parce que il y a autant toujours de téléspectateurs, mais de spectateurs aussi quand on voit ces étapes de montagne. Et il y a des gens, mais des milliers et des milliers de personnes sur le bord de la route. Donc ça prouve que le Tour de France fait partie du patrimoine français et fait partie bien évidemment du sport français et du sport mondial. Et puis peut-être qu'un jour... donc une petite parenthèse quand même, il y a un départ à Châtel-Guyon cette année. Donc voilà, je voulais... Clairement, ouais, c'est l'arrivée qui va être. Ah, c'est l'arrivée à Châtel, ouais, ok. Deux départs. Bon. Ouais, il y a deux départs, Clermont et Châtel-Guyon. Voilà, merci Patrick. Ah bah là, on est corrigé direct. Ouais, c'est ça, c'est bien. Non mais ça, c'est bien. C'est pour ça que voilà. Et puis si on, alors bon, je parle pas de Miguel Indurain et voilà tous les grands champions, mais c'est vrai que si on doit ressortir aujourd'hui des coureurs français, je pense que Jacques Anquetil, Raymond Poulidor. Bernard Thévenet, Bernard Hinault, bon, bien sûr Laurent Fignon parce qu'ils ont gagné, mais il y a eu aussi plein d'autres coureurs. Voilà, donc c'était la page Tour de France. Voilà, ça va permettre de faire la transition avec notre invité Patrick Bulidon. Donc un peu l'histoire du vélo en Auvergne et plus, et justement puisque dans cette actualité future, le Clermont et les environs vont se parer de jaune au mois de juillet. Ça nous permet aussi de rebondir sur une plus triste actualité récente, c'est le décès de Raymond Poulidor. Et vous m'expliquez tout à l'heure en préparant l'émission que vous aviez organisé les adieux à la compétition de Raymond Poulidor en 1977. Dites-nous-en un peu plus. Tout simplement, il y a quelques années, il y avait les anctilistes et les poulidoristes. Et moi, j'étais admirateur de Raymond Poulidor, allez poupou. Et j'ai eu la chance de le connaître et de disputer quelques épreuves avec lui, notamment en cyclocross, à l'époque où on faisait des américaines, c'est-à-dire un professionnel, un amateur. Et un ancien coureur qui s'appelait Raymond Riotte m'avait téléphoné pour m'inviter à un cyclocross. Il m'avait dit, comme vous êtes champion d'Auvergne, monsieur Poulidor, je vous associerai à Raymond Poulidor. Est-ce que ça vous intéresse ? Alors, j'ai cru que je tombais à la renverse. J'imagine. Voilà. Alors, il m'a dit, et j'espère que vous allez gagner l'épreuve. Je vais faire le maximum. Et dans les Américaines, les amateurs, ils partaient les premiers, et les professionnels, donc, ils prenaient le relais au passage au deuxième tour. Et Raymond Riotte, qui participait, était associé à Yves Hézard, et moi avec Raymond. Donc, alors, je prends le départ et je passe le témoin en première position à Raymond Poulidor. J'étais motivé. Et au tour d'après, surprise, Poulidor passe deuxième. Et à l'arrivée, on fait deuxième de la course. Voilà. Et alors après, on a continué à se côtoyer. Et oui, en 1977, j'ai fait ses adieux à Saya, à côté de la maison. Et à cette occasion, d'ailleurs, j'ai été obligé de faire mettre sur le journal de l'époque le plan de Saya, puisque les gens ne savaient pas où se situait Saya. Oui, c'était le bout du monde. Et les gens ne croyaient pas qu'il viendrait, parce que le même jour, il y avait un cyclocross à Paris. Et non, Raymond Poulidor est bien venu à la maison disputer ses adieux. Et après, je l'ai invité 25 ou 30 fois. Il est venu pour mon premier jubilé que j'ai fait en 2007. Et puis, il est revenu 2 ou 3 autres fois, et notamment cette année à Charade. Alors, vous nous avez parlé de Saya, justement. Vous avez permis au club de se développer et d'atteindre le plus haut niveau national en amateur. Dites-nous, racontez-nous un peu ce parcours. Oui, on avait, suite à cette organisation en 1977, les amateurs, les passionnés de vélo m'ont dit « Tu es meilleur organisateur que coureur cycliste », malgré que
j'ai été champion d'Auvergne. Et donc je me suis lancé dans les organisations. Donc 77, adieu de Raymond Poulidor. 78, c'était Bernard Hinault qui faisait la tête d'affiche à Saya. Et puis pendant 3 années, après, j'ai organisé une multitude d'épreuves. Entre 25 et 35 par an. Oui, c'était l'époque où chaque commune organisait une manifestation cycliste avec les fêtes, les retours de la fête, etc. Et voilà, donc oui, c'était la belle époque. Il y avait beaucoup de spectateurs, dans les stations thermales notamment. J'ai eu plaisir à organiser et à mettre en place le circuit de la vallée du Béda, qui était et qui reste toujours l'une des plus belles manifestations, qui a un petit peu changé maintenant, qui se court plutôt en type critérium, hein, c'est-à-dire un tour de ville, tandis que nous, on partait dans la campagne, on revenait avec la côte de Châteauguay sur le final. Voilà. Et ensuite, j'ai remis en place le Tour d'Auvergne, que j'ai eu plaisir à organiser 12 fois. Alors jusqu'à organiser ensuite dans le monde professionnel, avec la création d'une première équipe pro, l'équipe Besson Chaussures. Oui, tout à fait. Au niveau du club, on avait monté petit à petit les échelons. Et quand il y a eu l'opportunité en 1999 de créer une équipe professionnelle de 3e division, on a passé le cap supérieur. Et l'année d'après, comme ça s'était bien passé, l'année d'après, on est passé en 2e division. Et là, malheureusement, c'est le moment où il y a eu la création du vol de Tours, ce qui nous a empêché de prétendre à participer au Tour de France, puisque 2 ans avant, la mutuelle de Seine-et-Marne, qui avait le même budget que nous, on a eu en 2000, avait, elle, disputé le Tour de France. Mais malheureusement, le vol Tour a complètement bouleversé les équipes, et maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour participer au Tour de France. Oui, il faut espérer des wildcards, c'est ça? Il y a des invitations offertes par les organisateurs du Tour. Oui, puis il y a très peu de wildcards. Ouais. Et il y a beaucoup d'équipes, donc beaucoup plus difficile, faut pas rêver. Je crois que 2 équipes françaises là ont été invitées pour l'édition 2020, il me semble avoir entendu ça là récemment. Oui. Il y aura les 6 équipes françaises qui vont participer au Tour cette année, sauf restera les 2 équipes de Continental seules sur le bas-côté. Fabrice, une question. Oui, moi je profite de la présence de Patrick, qui est le monsieur cyclisme de ces 40 dernières années. Patrick, sincèrement, est-ce qu'un Français va bientôt gagner le Tour de France? C'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Oui, ça fait de nombreuses années que se pose la question, et on a pu penser il y a peu que Romain Bardet pouvait gagner. L'année dernière, Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot nous ont mis l'eau à la bouche. Donc on peut penser que cette année, avec 2 Français, puisque malheureusement Romain Bardet ira disputer le Tour d'Italie, oui, on peut penser que dans les prochaines années, ils vont être capables de remporter. Julien Alaphilippe, l'année prochaine, non, pas encore. Il va plutôt essayer de gagner des étapes, peut-être le maillot du classement de la montagne. Mais cette année déjà, vu les efforts qu'il avait faits dans les premières étapes, répondre à toutes les sollicitations, parce qu'il répondait à toutes les radios, il serrait des mains à droite, à gauche, il faisait des photos, et il ne s'est pas ménagé. Et on m'a toujours dit que pour gagner le Tour de France, il fallait privilégier le repos. Et malheureusement, il ne l'a pas fait l'année dernière, donc c'était difficile, surtout que les dernières étapes étaient compliquées. Il ne pouvait pas ramener le maillot jaune à Paris, mais bien sûr, c'est devenu le chouchou. Le chouchou du public. Oui, mais c'est tout à fait normal. C'est lui qui redonne un regain terrible au Tour de France. Oui, parce qu'en plus, il y avait la manière. Voilà, il plaît à tout le monde, il se bat et c'est un baroudeur. Ouais. Il calcule pas. Il calcule pas. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait Mariano Martinez, que j'ai eu plaisir d'ailleurs à avoir dans mon équipe. Je l'avais eu gagner le Tour du Cantal et je lui ai dit, mais comment t'as fait, Mariano, pour gagner aujourd'hui? Il me dit, c'est pas difficile. Je comptais le nombre de tours que faisaient les coureurs, le Tour
de pédales qu'il faisait en 1 minute. Et moi, il fallait que je fasse 2 tours de plus pour gagner la course. Voilà, c'était Mariano Martinez. Voilà, merci beaucoup. C'est la mi-temps de notre émission hebdomadaire avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. On se retrouve tout de suite après la pause sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Nous sommes de retour dans Avec ASA Sports, toujours sur Logos FM. Chaque mardi, vous en avez l'habitude, 18h, 19h, pour parler de tous les sports de la région. Toujours pour m'accompagner, Virginie Van der Merch. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Fabrice Connor. Bonsoir Fabrice. Salut à tous. Et notre invité, Patrick Bulidon. Bonsoir Patrick. Merci. Et je peux vous assurer que Patrick, il est aussi intéressant au micro que hors micro, parce que pendant la coupure, pendant que vous avez de la pub et de la musique, nous on a la suite des histoires du Tour de France et c'est absolument passionnant. On pourrait faire des heures d'émission, j'ai aucun doute là-dessus. C'est un régal, un régal. Alors Patrick, on va se tourner aujourd'hui donc sur le monde un peu plus moderne du cyclisme, après avoir évoqué un petit peu l'histoire du club, des adieux de Raymond Poulidor dans la première partie. On va parler de la Team Pro Imo, qui est l'équipe professionnelle régionale. Amateur encore, pardon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe ? Tout simplement, en 2012, j'étais au chômage et le président du Vélo Club de Cournon, Pierre Delcourt, m'a téléphoné pour me dire qu'il avait de bons jeunes coureurs qui souhaitaient progresser en cyclisme, mais ils avaient un problème, c'est qu'il manquait de fonds. Alors il me demande si je pouvais les aider à trouver une solution. Ce qui s'était passé en 2010, 2 ans avant, puisqu'avec eux, j'avais organisé le Critérium Pro au Zénith. C'était les adieux de Christophe Moreau, avec toute une pléthore de très bons coureurs. Et ça avait bien marché, donc ils ont repensé à moi en 2012. Et moi, j'ai un ami qui s'appelle Nicolas Roux, qui en 1983 est venu taper chez moi pour me demander de me faire une équipe de coureurs. Et je lui ai répondu, oui, je veux bien faire une équipe de coureurs, mais j'ai pas d'argent. Il me dit, mais on veut pas courir, on veut pas de l'argent, on veut faire des belles courses. Ah ben, j'ai dit, là, c'est bon, vous avez tapé à la bonne maison, puisque j'avais la chance de connaître Lucien Bailly, le directeur technique national. Et voilà, et donc on s'est lié d'amitié avec Nicolas Roux, ce qui fait que 2-3 ans après, il a arrêté la compétition. Il a été dans la vie professionnelle et quelques années après, il est revenu me voir et donc on a continué d'être partenaires, quoi, tous les deux sur l'équipe de Saya. Et en 2012, j'ai pensé à lui pour aller le voir, pour qu'il devienne partenaire de notre équipe du Vélo Club de Cournon d'Auvergne. Ce qui fait qu'on a pu mettre en place le VCCA formation, c'est-à-dire tous les jeunes de l'école de cyclisme aux 2e catégories, et puis l'équipe élite, les premières catégories, qu'on a appelé le Team Pro Imo Nicolas Roux, parce que vu l'importance du budget, je trouvais qu'il était tout à fait normal que l'équipe porte le nom du partenaire principal, comme ça avait été le cas d'ailleurs avec Besson Chaussures. Ouais, et comme ça se fait chez les professionnels, le partenaire principal donne son nom à l'équipe. Voilà, je l'avais déjà mis en place avec Besson Chaussures, parce que bon, c'est pareil, à l'époque j'avais eu le plus gros chèque, on est modeste dans le vélo, le plus gros chèque d'un partenaire pour une association sportive, donc je considérais que fallait trouver une solution pour qu'il en retrouve le bénéfice. Voilà, donc on est parti sur cette idée et depuis la première année 2012, on est champion de France, on gagne la catégorie de la DN3. L'année d'après, on fait 2e en division nationale 2, donc les 2 premières montant en division nationale 1. Et depuis donc maintenant 6 ans, on est en division nationale 1.
Et pour conclure tout ça, depuis 2 ans, on est le meilleur club amateur français, non seulement au nombre de points, mais également au nombre de victoires, au niveau course élite, bien sûr, donc non seulement à travers la France, mais un petit peu même à l'étranger. On a permis à 9 coureurs de passer professionnels, donc c'est une belle réussite. Et surtout, on a quelques jeunes du VCCA Formation qui intègrent le team. C'est le cas de Rémi Cavagna, qui était chez nous, pareil, sur un coup de fil. On m'avait demandé si on ne pouvait pas trouver une solution. Il manquait de matériel. Il était que junior, mais on m'avait donné un test physique qu'il avait fait, et Marc Madio m'avait dit, puisque son frère était mon directeur sportif avec l'équipe de Saya, et oui, j'ai eu le plaisir d'avoir Yvan Madio comme directeur sportif à l'UC Saya, m'avait dit, voilà, moi je sélectionne mes jeunes amateurs suivant les temps qu'ils font sur 3 km sur piste, et Rémi Cavagna était hors norme là-dessus, et ce qui devait arriva, il est passé professionnel et puis il a gravi les échelons. L'année dernière, il a gagné 2 superbes victoires au Tour de Californie et puis au Tour d'Espagne. Il a participé bien sûr à de nombreux championnats d'Europe, championnats du monde. Et l'année prochaine, pourquoi serait-il pas aux Jeux Olympiques? Eh bien, c'est ce qu'on lui souhaite de pire. Virginie. Moi, j'avais une question, Patrick. C'est quoi les ambitions du team Pro Immo pour les années à venir? Et en fait, pourquoi pas rêver de passer un jour équipe pro? C'est encore une très bonne question. Ah ben, ils posent que des très bonnes questions. C'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je suis venu. C'est la meilleure équipe de chroniqueurs, toutes radios confondues. Là. Tout à fait, je suis impressionné. C'est pour ça que j'ai accepté. Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est tout simplement une question financière. Il suffit que l'on arrive à trouver un partenaire complémentaire et pourquoi pas. Voilà, ça se résume tout simplement à la chance que j'avais eue avec Besson Chaussures. Elle peut se renouveler. Quand Besson Chaussures a arrêté, j'avais une personne qui était capable de mettre beaucoup d'argent dans la caisse. Je l'avais appelé. Il m'avait répondu, est-ce qu'on fera le Tour de France? Alors j'ai été honnête avec lui, je lui ai dit non, malheureusement, il y a 2 ans, oui, je vous aurais répondu que vous auriez fait le Tour de France, mais maintenant avec le vol de Tours, pour faire le Tour de France, il faut 4 ou 5 millions d'euros. Ah oui. Ne rêvons pas. Alors que pour faire une équipe professionnelle continentale, il faut 1 million d'euros. Donc ce n'est pas les mêmes budgets. C'est sûr. C'est pas non plus un budget monstrueux comparé à d'autres sports, mais c'est vrai que j'imagine que dans le cyclisme, c'est compliqué de trouver des partenaires, des sponsors. Ben, c'est comme partout, c'est la chance. C'est la chance, voilà. Oui, c'est pas énorme, surtout que le million d'euros, ça peut se partager entre plusieurs partenaires. C'est ça, ouais. Plus, n'oublions pas aussi que quelques collectivités peuvent aider. Dans le million, on compte les véhicules, on compte les vélos, on compte les équipements. Voilà, c'est des dotations qu'on peut éventuellement trouver. Très bien, merci beaucoup Patrick. Alors elle ne fait pas que poser de bonnes questions, elle a aussi chaque semaine des coups de cœur ou des coups de gueule dont elle nous fait part à l'antenne. Et cette semaine, c'est un coup de gueule que tu vas poser à propos d'Alice Tubello. Alors c'est pas contre Alice, hein, vas-y, explique-nous tout ça. Non, c'est certainement pas contre Alice. En plus, surtout, voilà, la semaine dernière, c'est Fabrice qui a souhaité voilà, plein de choses par rapport à Alice, et voilà, que je connais bien et avec qui je suis au tennis à l'ASM. Là, c'est vraiment un coup de gueule, mais un coup de gueule général sur vraiment les paris sportifs qui se font dans chaque sport, et où il y a certains parieurs qui peuvent aller vraiment très loin pour gagner leurs paris et déstabiliser vraiment les joueurs jusqu'à envoyer des messages d'insultes et autres. Et
J'ai eu Alice à la fin du week-end, là, ce matin, par texto, parce qu'en ce moment, elle est en Tunisie, en train de jouer en ITF. Et en fait, voilà, il y a eu des messages plus qu'insultants à son encontre. Voilà, Juste parce qu'elle a perdu un match. Voilà, c'est ça. Et qu'elle a perdu 7-5 au 3e, ouais, sur la numéro 21 française. Et vraiment, franchement, ça va très loin aujourd'hui sur les réseaux sociaux et ça peut être vite déstabilisant. Alors Alice, elle a un mental d'acier et c'est pas ça qui, je pense, au bout du bout, fera que ça va la déstabiliser. Mine de rien, je pense que l'impact au niveau mental, il est quand même hyper important, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas un bon signal à envoyer à tous ces jeunes sportifs, parce que s'ils doivent jouer sur la retenue en se disant qu'est-ce qui va m'arriver si je perds ou si je gagne, même parce que ceux qui auront parié contre eux, et si jamais ils gagnent, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Alors Alice, on va juste avoir un petit message à te passer. N'écoute pas tous ces connards, on en a rien à foutre. Concentre-toi sur ta carrière, c'est la seule chose qui compte. Et une fois de plus, on te souhaite le meilleur. Exactement. En même temps. Allez, c'est la fin de cette troisième partie d'Avec ASA Sport. On se retrouve tout de suite après la pause, toujours sur Logos FM. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour pour le 4e et dernier quart-temps de votre émission sportive avec un S à Sport sur Logos FM. Pour conclure, habituellement, vous avez l'habitude du petit débat. Et ben, on a voulu évoluer un petit peu et changer les choses en ce début d'année 2020 et on va profiter de la présence avec nous de Virginie Van der Merch, préparatrice mentale de son état, pour vous donner quelques petits conseils. Quelques conseils sur vos préparations, sur votre bien-être, voilà, un peu tous ces éléments qui peuvent vous servir et dans le sport et au quotidien. Et aujourd'hui, on a choisi un thème simple. Comment ne pas péter les plombs en compétition? Et là, je pense que ça va parler à plein de gens, moi le premier. Virginie, je t'écoute. Alors juste pour dire, c'est vrai que dans le monde du sport, c'est quand même... parler d'émotion, c'est un gros mot. C'est vraiment un gros mot. La manifestation de n'importe quelle émotion qui soit, hein. Alors là, on va parler plutôt de la colère, mais que ce soit la peur ou la tristesse ou voilà, toute autre émotion, c'est vraiment un aveu de faiblesse. Et du coup, il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut laisser ça au vestiaire. Et que ça ne doit pas être visible pendant une compétition, que ça peut être jugé négativement, que l'adversaire peut s'en servir contre nous, etc. Et vraiment, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'on est tous des hommes et des femmes de ressenti, sinon on ne serait pas humain. Que les émotions, elles font vraiment partie complètement de notre performance, parce qu'elles sont sur un cerveau, le cerveau limbique, là où il y a le siège des émotions. Attention, parce que là, Fabrice, il est en train de décrocher. Je vois que le cerveau limbique, ça lui parle pas du tout. Non. Regarde cet œil vide, là, d'un coup. Ben, c'est un des 3 cerveaux qu'on a, Fabrice. Oui. Ah non, il a déjà Je du l'ai mal pas. en gérer. Moi, je l'ai Hein. pas, celui-là. Ouais, le mien me suffit, moi. On a bien 3 et c'est ce qui fait la différence avec les animaux, tu vois, par exemple. D'accord. Hein? Ah oui, le cerveau reptilien et tout ça, là. Voilà. Ouah, je suis trop fort, t'as vu? Et alors, juste pour revenir sur ça, c'est que le mot émotion, vous savez d'où il vient? Il vient du latin motio, qui veut dire mouvement. Et en fait, l'émotion, c'est une énergie, et c'est hyper important en fait de la laisser être et de la laisser se traverser. Et souvent, voilà, dans ce que j'ai pu entendre et quand j'ai suivi des sportifs, l'idée c'est de les amener petit à petit à accepter que l'émotion elle soit là, qu'ils la reconnaissent et qu'ils puissent trouver les moyens pour à un moment donné être capables de pouvoir la libérer quand elle arrive, et des fois, et souvent, ça arrive en plein match. Et je croyais qu'il fallait justement qu'un sportif de haut niveau ait plein de sang-froid dans des moments capitaux sur une compétition, dans une course par exemple, et laisser l'émotion au vestiaire. Ouais, moi, c'est quelque chose qui fait partie de, je pense, de la panoplie du sportif de haut niveau, non? ouais, mais... Si un sportif ou une sportive est trop émotive, c'est peut-être pas forcément très bon, ça. À part qu'en fait, elle fait vraiment partie de la performance. Et si tu veux, à un moment, c'est obligatoire que pendant une compétition, ça vient te rattraper. Il y a des moments de frustration, c'est obligatoire. Parce que, eh ben voilà, il peut y avoir, à un moment donné, de la provoque par rapport à l'adversaire. Il peut y avoir une frustration parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux sur le moment. Ça me fait penser, regarde, quand Marion Bartoli, elle gagne son titre à Wimbledon en 2013, et à Sabine Lisicki, elle rentre sur le court, elle pleure déjà, quoi.
et elle passe complètement à côté de sa finale. Donc si elle avait laissé les émotions dans le vestiaire, ça aurait été pas plus mal, non? Oui, mais alors là, tu prends un exemple où c'est tout au début de la compétition et c'est vraiment avant le match que ça se joue. Donc ce qui se joue dans les vestiaires avant, c'est encore différent au niveau émotionnel. Mais moi, je parle vraiment de pendant la compétition. Et pendant la compétition, ça peut te rattraper. Évidemment qu'il y a des choses à travailler en amont, mais pendant la compète, vraiment, il Faut y a manger du chocolat en amont, je crois. Voilà, c'est ça. C'est plein de magnésium, il paraît. Il y a en tout cas des choses à laisser être et moi je dis souvent une clé qu'on peut donner et que je dis souvent quand en fait il y a par exemple une colère qui monte et quand on sent que la colère elle monte pendant une compète, faut vraiment oser sortir si c'est possible. Déjà de la compète. Moi, plein de fois, tu vois, qui ai fait du tennis pendant longtemps, j'ai jamais osé sortir du terrain. Alors qu'en fait, on peut demander de sortir à un moment quand on sent vraiment que la colère est là et que du coup, elle est gênante pour la compète. Ça me fait penser à la colère. Bernard Hinault a gagné des courses sur la colère. Par exemple, il était tellement énervé d'être 2e ou 3e. Le blaireau avec son caractère de breton et il disait j'étais tellement en colère que j'ai gagné la course. Mais on a même vu récemment des courses où on a vu des coureurs se battre en plein milieu de la course. C'est arrivé, hein, je crois que c'est arrivé cette année sur le Tour de France. C'est impressionnant. Donc là, on est vraiment dans le pétage de plomb. C'est ça. Il y a forcément eu une provocation au sein du peloton et on réagit parce que c'est vrai qu'on est humain avant tout. Bien sûr, et que la colère, comme tu dis, Fabrice, ça peut être vraiment, du coup, quand elle est bien transformée, une vraie force intérieure pour pouvoir se dépasser encore plus. Sauf que 90% du temps, en fait, elle est néfaste en plein moment de compétition parce qu'elle est un peu trop intense et du coup en fait elle... Ça me ferait pas penser à un quart de finale de Coupe du Monde de rugby, ça? Ah ouais, un peu, hein. À la 48e minute. Et que non, mais c'est important de la reconnaître et de, moi je dis toujours oser en fait, au lieu de la colère, en fait là où elle est néfaste, c'est quand en fait tu t'en prends après à quelqu'un, c'est-à-dire qu'elle est extériorisée par rapport à quelqu'un. Alors l'arbitre, l'adversaire, ça c'est classiquement ce qu'on voit. Et l'idée, c'est que la colère, elle doit se jouer entre soi et soi. En fait, c'est une histoire entre ce qui nous arrive nous. Et vraiment de pouvoir trouver des petits trucs et astuces qui permettent vraiment de la libérer. Alors souvent, je donne cette idée-là, mais rien n'empêche à un moment donné de faire un énorme cri de colère, mais vraiment d'en être conscient et de pouvoir lâcher ça. De piétiner, de pouvoir en tout cas l'évacuer par un système ou un autre. Et en effet, souvent, ça passe par le corps. Beaucoup pour pouvoir se libérer de ça. Moi j'ai 2 exemples qui me viennent en tête et dans un sport que tu connais bien, c'est le tennis. C'est les colères de McEnroe qui lui étaient plutôt favorables puisque ça l'aidait à se motiver, et un exemple plus récent c'est les colères de Benoît Paire qui lui le font complètement craquer. Il perd un match là récemment alors qu'il mène 2-7-0 je crois ou 1-7-0. Enfin, il mène le match, il pète un plomb pour un spectateur qui parle dans les tribunes et on le voit vraiment péter un plomb et il sort complètement de ce match. Alors, c'est vrai que selon les personnes, il n'y a pas vraiment de bonnes solutions. C'est vraiment lié à la personne. Il y a ceux qui vont l'utiliser de manière positive et ceux qui vont complètement s'effondrer. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Vaut mieux évacuer quoi qu'il arrive? Vaut mieux évacuer quoi qu'il arrive et en fait vraiment pour le coup l'accepter de façon totalement normale, faisant partie de la performance, plutôt que de la retenir, parce qu'en fait c'est quand tu retiens souvent, et Benoît en fait très souvent c'est il retient jusqu'à un moment donné, ça se voit vraiment en non-verbal, où là il explose parce qu'en fait c'est de l'ordre de l'incontrôlable après. Donc plus on sent dans le corps que la colère elle monte et qu'on arrive à la traiter le plus tôt possible, et juste être là sur un cri ou un piétinement ou ce qu'on veut, hein. Il peut y avoir plein de routines par rapport à ça, mieux c'est. Hein. D'autant qu'aujourd'hui, avec toutes les vidéos qu'on voit dans tous les sports, il y a des cartons partout. Avant, c'était pas forcément le cas. Il y a quelques années, il y avait des sports où il n'y avait pas de carton jaune, de carton rouge, d'exclusion temporaire. Il n'y avait pas de vidéo, encore moins. Aujourd'hui, on sait bien que le moindre fait litigieux, on va dire, est soumis à une sanction directe. Donc c'est compliqué aussi d'évacuer quand on sent que ça monte un peu. On peut s'exposer à une sanction de l'arbitre. Bien sûr. Mais c'est pour ça que l'idée, c'est la sanction de l'arbitre, elle viendra jamais si à un moment donné tu fais un cri de colère et que tu t'en prends pas à quelqu'un. Un arbitre, il sanctionne pas là-dessus. Donc l'idée, c'est d'amener les athlètes à travailler vraiment sur cette partie-là pour leur dire, c'est pas honteux de sentir ça. Ça peut être possible de pouvoir trouver des stratégies, et chaque stratégie, en effet, comme tu dis, Olivier, elle est personnelle. Et par rapport au sport aussi, parce que selon les sports, c'est complètement différent. Et voilà, d'arriver à trouver des solutions vraiment. Et puis après, c'est aussi quand même beaucoup à travailler en amont, parce que ça, c'est on va dire,
le pansement qui est là. Mais l'idée, c'est quand même de travailler en amont la gestion de la frustration, ça c'est sûr. Parce que la colère au niveau du résultat, ça peut être positif. Par exemple, un boxeur, sur les 2 premiers rounds, il en prend plein la tête. Donc il va se motiver peut-être par un petit peu de colère. Je pense à l'haltérophile aussi, qui est devant une barre, et puis devant une barre, pardon, et qui n'a jamais soulevé. Il va peut-être se mettre en colère intérieurement et dire il faut absolument que je soulève cette barre, ce poids que je m'entraîne depuis des années, j'y arrive pas. Tu vois, ça peut être ce côté positif de la colère qui peut peut-être amener une performance sportive qui n'était pas prévue au départ. Enfin, je veux dire, ça galvanise le sportif. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir en parler déjà avec l'athlète, de pouvoir lui faire poser les mots et lui faire repérer quand est-ce que c'est bon pour lui, quand est-ce que c'est néfaste pour lui, à quel moment il a senti qu'il perd des pieds, qu'il n'était plus du tout adapté. Et voilà, donc c'est vrai que chaque expérience en plus est différente. Mais il peut y avoir des colères très saines, bien sûr. Patrick nous dira certainement après ce qu'il en pense, mais c'est vrai que des fois il y a des coureurs cyclistes, moi j'ai vu souvent à la télé, qui se prennent la tête avec le directeur sportif, qui décrochent l'oreillette, qui enlèvent l'oreillette, parce qu'ils ont les jambes et ils veulent aller gagner. Alors que des fois le directeur sportif dit bon attends, ça peut être aussi dans ce sens-là, quoi, de dire bon c'est bon, moi j'ai envie de gagner, j'ai les jambes, arrête de me parler, et voilà, parce que je suis en colère. Alors, on peut aussi prendre des exemples dans des sports où on évacue la colère au bon moment. Je pense notamment au karaté avec le cri, qui permet de libérer l'énergie. Et un autre sport qui va peut-être vous paraître bien différent du karaté, mais moi j'y trouve beaucoup de similitudes, c'est le tennis de table, que je connais un peu mieux que le karaté, où aussi on évacue, généralement dès qu'on marque un point, on évacue par un cri, parce que ces points sont tellement concentrés sur quelques secondes où il faut donner beaucoup, relâcher, repartir, et ça pendant parfois 7-7 au plus haut niveau pour les joueurs internationaux. Et regardez des compétitions internationales, vous verrez tous les joueurs de haut niveau libérer cette énergie, et ça leur évite effectivement de péter les plombs, parce que je peux vous assurer que dans ce sport, j'en ai vu beaucoup péter les plombs, et je pense à plein de copains, s'ils m'écoutent, ça va les faire beaucoup rire. et moi le premier, une fois de plus, parce que j'ai pas été le dernier. Merci beaucoup Virginie. Patrick, un petit mot sur justement ces bons conseils que nous a donné Virginie. Non, je voulais simplement rebondir sur ce que vous venez de dire, là, le cri. J'ai mon petit-fils qui fait du badminton. Voilà, un sport aussi. Oui. Je ne savais pas qu'un jour j'aurais l'occasion d'aller voir des compétitions de badminton. Donc, j'allais dire malheureusement. Donc là, j'y vais. Et c'est effectivement le cas. Quand il marque un beau point, il crie. Ils serrent le poing. Oui. Voilà. On est dans la même démarche que le tennis de table. C'est effectivement un sport qui va très vite et où il y a besoin de libérer toute cette intensité concentrée sur quelques secondes. Voilà, c'est la fin de notre 13e numéro d'Avec ASA Sport. On se retrouve pour notre part avec Fabrice demain en direct du studio Arverne sur la page Facebook de Clermont Sport. Ça sera notre rendez-vous hebdomadaire filmé de 19h à peu près 20h. On parlera athlétisme demain avec nos invités. Et puis le rendez-vous radio, c'est la semaine prochaine, toujours sur Logos FM, mardi 18h-19h, et vous retrouverez très rapidement d'ici la fin de la semaine sur la chaîne YouTube. Ça fait beaucoup d'infos, sur la chaîne YouTube Clermont Sport TV, le podcast de nos émissions radio. Merci beaucoup Patrick, c'était passionnant, et merci infiniment. Je sais qu'on pourrait faire encore des heures et des heures d'émissions, et je regrette de ne pas avoir enregistré tout ce qu'on s'est dit en off. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine sportive. À la semaine prochaine. Merci à vous. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team.